Merci d'être là cet après-midi pour une conférence sur les effets spéciaux en France. Une grande thématique qu'on va développer ce soir, oui déjà, en fin d'après-midi, avec Dominique Vidal de Buff Compagnie. Nous aurons aussi Édouard Valton de Micros Images. Et puis à côté de moi, il s'agit de Antonin Seydou. Bonjour. Bonjour. Alors Antonin, qui est superviseur notamment pour les films de fin d'études à l'école Artefix. Vous vous occupez notamment des 5e années. Expliquez-nous déjà votre rôle, c'est-à-dire que les étudiants sont là pendant ces 5 ans et à la fin ils doivent présenter un film d'études. Expliquez-nous d'abord tout ça. Alors bonjour, le travail Artefix sur les films de fin d'études, en fait, ils ont une formation qui dure 5 ans. Pendant 4 ans, ils sont formés à tous les logiciels existants pour post-produire des films avec des effets spéciaux. Et en 5e année, ils doivent se réunir par équipe, écrire un petit scénario qui puisse mettre en valeur leur savoir-faire. L'intérêt de l'exercice, c'est qu'ils vont se confronter à toute la chaîne de fabrication, de la conception du projet, en passant par son tournage, quand il y a un tournage, mais ça peut être aussi des films d'animation full CG, au montage, en passant par, et puis après, la post-production. Donc c'est très intéressant pour eux parce que ça les forme pas simplement à être des graphistes monotâches, mais en abordant les choses de manière très générale et très globale, ça leur permet de pouvoir potentiellement prétendre à des postes de supervision de VFX par la suite. Donc c'est quel type de formation à la base qu'ils suivent, dont vous encadrez les élèves? Alors la formation elle est généraliste et puis après à partir de la 3e année ils ont des spécialisations, ils restent généralistes mais il y en a qui vont s'orienter plus vers l'animation, d'autres vers les FX, d'autres vers le lighting, compo. Voilà. La fabrication de films, ça leur prend combien de temps? Alors la fabrication proprement dite, elle se fait uniquement sur la 5e année. Par contre, on anticipe en 4e année, en parallèle de leurs cours, ils commencent à réfléchir au concept et à définir quel support ils vont créer pour mettre en valeur leur savoir-faire. On va regarder d'abord un film de présentation peut-être, justement de l'école Artefix. Oui, alors il y aura 2 films. Le premier, ça va présenter, c'est un petit film court qui présente un petit peu le travail sur l'ensemble des années d'Artefix. Donc on voit beaucoup les professeurs, les salles de classe. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu l'approche d'Artefix qui est très, très large sur notamment des cours de dessin, de sculpture. Voilà, il y a une approche qui se veut très artistique et généraliste. Et puis dans un deuxième temps, on verra un film qui lui est plus tourné sur la fabrication des films de fin d'études de l'année dernière. Et donc vous pourrez voir la différence qu'il y a entre la scolarité de la première année à la 4e année, qui est un peu plus scolaire, et comment en 5e année on bascule plus sur un travail de type professionnel avec tournage, post-production, et on sort du cadre scolaire et on se met en situation professionnelle. Très bien, alors on va regarder déjà ce premier film.
présentation donc, de l'école. Sur le film de fin d'études qu'il réalise, c'est un film de combien de temps qui est présenté? Alors, la question de la durée est importante parce qu'ils ont un temps limité pour le post-produire, donc on essaie de limiter à 3-4 minutes les films. Parfois, si les équipes sont solides ou que vraiment l'histoire justifie, on peut dépasser un peu cette durée, mais on ne souhaite pas que le film soit trop long. Maintenant, on a quand même une volonté à Artefix, c'est de créer un support narratif pour leurs travaux. Donc on insiste beaucoup sur le fait que les effets spéciaux devront être au service de la narration dans l'histoire. Et donc c'est aussi une donnée importante pour nous que ce ne soit pas juste spectaculaire, mais que ça ait du sens. Très bien. Alors on va justement regarder une présentation cette fois sur ces fameux films de fin d'études qui sont réalisés. Donc ça c'est une année de travail, c'est une sorte de making-of accéléré de la promotion 2017, donc des films qui ont été présentés en juin dernier au jury professionnel. Voilà donc pour la présentation de ces films et de ces donc films de fin d'études qui sont réalisés par les élèves. Alors d'abord, une fois que ces élèves ont réalisé ces films, je crois que c'est carrément des studios internationaux qui viennent les voir. Voilà, alors en fin de 5e année, il y a ce qu'on appelle le jury pro qui est organisé, généralement autour du 20 juin. Le film qu'on vient de voir d'ailleurs est le petit film qu'on projette juste avant le déroulement de ce jury au public. Donc c'est pour ça qu'ils apparaissent tous en fait à l'image. Là, c'est un petit film surtout pour montrer les étudiants et présenter les étudiants. Ce studio, effectivement, l'année dernière, pour exemple, il y a eu 27 studios qui se sont déplacés à Montpellier. Il y a eu 12 studios français, donc les plus gros studios étaient présents, mais il y a aussi eu 15 studios internationaux, et notamment 10 studios londoniens qui se sont déplacés. Donc c'est la quasi-totalité des studios londoniens qui sont venus recruter. On a des studios aussi qui viennent de Stockholm, de Montréal, de Vancouver. Il faut dire que l'école est très réputée à l'international, justement parce qu'elle forme les étudiants à faire ce qu'on appelle du VFX, c'est-à-dire associer des images de synthèse avec des images tournées. Et ça, c'est très recherché parce que c'est effectivement les techniques qui sont utilisées sur tous les blockbusters que vous connaissez
où, la comparaison, ce serait des blockbusters, des types Avengers. Il y a beaucoup d'images de synthèse qui sont ajoutées. Alors, les Avengers, mais il y a tous les films. Là, vous serez présent aussi à une journée professionnelle qui est organisée à Paris. Ce sera au mois de décembre, mi-décembre. Alors effectivement, actuellement, il y a une grande exposition sur les effets spéciaux à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Et le 15 décembre, il y a toute une journée de conférences avec les écoles françaises et aussi les studios français. Donc il y aura des tables rondes et une présentation du métier des effets spéciaux numériques. Donc pour ceux qui ont la possibilité de s'y rendre, je pense que ce sera très intéressant. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur ARFX et peut-être à poser à Antonin? C'est le moment, on a quelques petites minutes devant nous. Pas de questions. Il n'y a que les étudiants de l'école en fait, c'est pour ça qu'ils savent déjà. Bonjour. Une question pas très importante peut-être, vu qu'on trouve facilement du travail quand on sort d'ArtFX, mais est-ce que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État? Et à combien se chiffrent à peu près les coûts, puisque c'est une école privée? Quel est le budget qu'il faut avoir pour entrer dans cette école? Alors, l'école, le diplôme a été reconnu l'année dernière par l'État. Il me semble que c'est Bac plus 4. Voilà. Là, Bac plus 4, Bac plus 5. Donc, effectivement, c'est rétroactif pour tous les étudiants précédents. Et après, pour le coût de l'école, là c'est pareil, moi je m'occupe vraiment de la supervision des films de 5e année, donc il me semble que c'est 7 000 € l'année. Donc c'est une école qui est relativement coûteuse, mais comme vous l'avez dit, il y a à peu près, enfin il y a 99% d'embauches en sortie. Alors effectivement après c'est des embauches, on est pris sur une production, on a une première chance, il faut confirmer. Mais généralement, et moi qui viens des studios, parce que je suis à Montpellier que depuis 2 ans, mais je travaillais dans un studio parisien depuis 17 ans avant de venir à Montpellier à ArtFX. Je connaissais bien les étudiants d'ArtFX, parce que je travaillais avec eux, on en recrutait chaque année, et je peux vous dire que sur le marché, entre guillemets, de la post-production, les étudiants d'ArtFX sont très réputés et appréciés. Autre question? Non? Bon. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Antonin Seydou. On peut vous remercier et on va accueillir notre intervenant. Merci. Comme promis, Dominique Vidal. Merci. Bonjour Dominique. Ça marche, vous m'entendez? Très bien. Alors Dominique qui est chez Buff Compagnie depuis 22 ans maintenant, qui est superviseur. Je vais vous prendre en photo, ça vous dérange pas? Ah, la photo souvenir. Le public. Et pour l'instant, je continue de présenter. Buff Compagnie qui est installée notamment à Paris, à Montréal aussi, aux États-Unis, et qui s'occupe aussi de films bien connus du public et parmi nous. Ouais. On peut donner quelques exemples? Vous allez voir. Ah. Une petite bande démo. Alors on regarde la bande démo et on va voir un peu une rétrospective. Si vous n'avez pas vu, c'est que vous étiez enfermé dans une grotte ces 20 dernières années. Très bien. Allez, on regarde alors.
pour cette rétrospective de Bull Company. Dominique Vidal, si j'ai vraiment, par exemple, des personnes qui ne connaissent pas ce métier superviseur, comment vous pourriez nous expliquer, superviseur, c'est quoi votre rôle exactement? Alors à Buff, c'est très particulier parce qu'à Buff, les superviseurs travaillent sur machine et font des plans. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des superviseurs dans les bois du monde où ils passent leur temps assis dans des canapés, dans des salles de projection, à dire plus rouge, moins bleu, aller me chercher des sushis. Nous, on a les mains dans le cambouis, on fabrique des images parce qu'on est une petite boîte, même si vous avez vu des projets qui sont quand même relativement glorieux, on peut dire, et qui ont marqué un peu l'histoire des effets spéciaux, à notre humble mesure, parce qu'on est là depuis longtemps en fait et qu'on a expérimenté beaucoup de choses. On n'est pas la boîte qui va faire les 500 dinosaures contre les 25 Transformers, et on est la boîte qui va faire un ou deux plans qui marquent. On essaye que ça marche. Et c'est difficile parce que ça demande beaucoup de recherche, beaucoup d'engagement, beaucoup de tests, de se remettre pas mal en question. Et donc mon métier, moi, il est à la fois de gérer les équipes, d'arriver à traduire ce que veut le réalisateur, le producteur, enfin disons le client en général, parce que c'est une notion un peu floue. Des fois on a des clients qui sont des artistes, des fois on a des clients qui sont des argentiers. En général, on essaye d'amener un petit peu d'art. Vous avez vu, c'est quand même une bande démo qui n'est pas tout à fait commune, qui est colorée, qui est un peu expérimentale quand même. Voilà. On met vachement en avant la partie artistique, mais cette partie artistique se mélange beaucoup avec de la technique. Et en fait, nous, c'est un mariage qu'on privilégie. On essaye, par notre approche des effets, en développant nous-mêmes nos logiciels, d'être sans arrêt dans la recherche technico-artistique. Et pour ma part, moi j'ai un parcours où j'ai fait une licence maîtrise de maths pure, puis après une maîtrise en DEA d'art. Donc je suis vraiment à la marge, je marche sur le fil, et c'est ça ce métier. Ce métier, c'est d'être entre l'art et la science. Et il ne faut pas le renier, ça. Il ne faut pas penser qu'être technicien, c'est dégradant, du point de vue d'un artiste, et d'être un artiste, c'est un feignant du point de vue d'un technicien. En fait, on peut à la fois avoir les cheveux longs et le pic 4 couleurs dans la blouse blanche. On peut représenter ces deux facettes qui sont l'essence de notre art, qui est aussi un peu l'essence des architectes, qui sont à la fois des techniciens et des artistes. Et de toute façon, moi je ne fais pas la différence entre l'art et la technique, qui sont, je code, vous avez vu des galaxies, bon tout ça c'est des lignes de code en fait. Je peins avec des lignes de code. Et c'est ce qu'apprend bien Artefix aussi, cette approche voilà, sur le fil du rasoir, où il faut s'accepter technicien et artiste. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à Dominique Vidal sur son parcours, sur le travail de Bull Company, sur la réalisation de films? Remontez. Quand est-ce que vous espérez sortir Avatar 2? Dès que le client nous appelle pour travailler dessus, donc pour l'instant on n'a pas été contacté, je crois que c'est Weta qui va le faire entièrement. Ils ont voulu garder tous les plans chez eux. Weta en Nouvelle-Zélande, c'est la société de Peter Jackson. Mais est-ce que vous avez une date fixe ou quelque chose dans le genre? Ça sera un mercredi, c'est tout ce que je peux dire. D'autres questions pour Dominique? Où ça? Oh, hop. Bon, bonjour déjà. Comment se passent les critères de recrutement justement au sein de la boîte? En mangeant un sandwich, on se regarde le midi les bandes démos des candidats. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'essentiellement, on regarde les images d'abord. Et si on se pose des questions, on regarde la formation. Bon, en général, on sait à peu près d'où ils viennent, parce que les formations sont assez marquantes. Après, on lit le CV, et puis on fait un Skype où on invite les gens et on discute avec eux. Nos critères, on veut que les gens aient fait un peu de VFX. Donc, s'ils ont fait des incrustations sur fond bleu ou vert, c'est un plus.
On regarde le niveau de technicité de ce qu'ils recherchent, on regarde s'il y a une intelligence de l'œil derrière les images. Si on voit un énième robot en train de se battre, ça ne va pas forcément nous intéresser plus que ça. Et on cherche des généralistes. On cherche des futurs superviseurs. Donc on ne recrute pas de spécialistes dans un domaine particulier. Autre question? Elle était en bas. Bonjour. J'ai cru voir que vous aviez fait les effets spéciaux sur la saison 3 de Twin Peaks, ou je me trompe? Oui. Ouais. Et par exemple, moi en fait, en voyant la saison 3 sans trop en dévoiler, je me suis dit qu'il y avait un côté un peu improbable dans l'arrivée des effets spéciaux et un peu perdu dans le temps dans cette saison, j'ai trouvé. Mal fait, c'est ça? Ah non, non, c'est pas mal fait, c'est plus volontairement un peu rétro. Mais je veux pas trop dévoiler sur la saison, mais il y a un côté un peu, comment dire, anachronique un peu, quoi. Et est-ce que par exemple sur un truc comme Twin Peaks saison 3, il y a une demande précise sur le style des effets spéciaux, il nous faut... Alors il y a une demande totalement imprécise de Monsieur David Lynch qui gribouille des trucs sur des tables de comptoir et des dessins au crayon trempé dans du café, et puis il me dit voilà, c'est ça que je veux voir. C'est quelqu'un qui ne sait pas travailler avec des effets spéciaux, donc il faut être... C'est là le travail du superviseur aussi, c'est d'essayer de traduire son langage dans le nôtre, dans un langage qu'une équipe est capable de comprendre. C'était une super aventure, mais complètement démente, de travailler avec Lynch, parce qu'on a fait il y a un épisode de la saison, si vous l'avez vu, qui dure 1 heure, il y a peut-être 40 minutes, c'est un plan séquence truffé d'effets. Voilà, il faut sortir 40 minutes dans une économie de série télé où c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas un sou. Mais c'est très grisant, quoi. C'est chouette, il y a un fan club derrière. À tout moment, on se dit est-ce que c'est un escroc ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'il veut vraiment signifier quelque chose derrière ce qu'il raconte? On n'est pas certain, en tout cas personne ne savait rien de ce qu'il était en train de faire, ni nous, ni les gens sur le tournage, il n'y a que lui. Et on faisait toutes les réunions de CineSync, donc c'est on va dire des vidéoconférences avec Los Angeles. Il avait toujours un verre de vin rouge qui levait à notre santé, un grand amateur de vin français, Lynch, en nous disant faut tout refaire. Ça, c'est le danger de travailler avec des grands réalisateurs comme ça, qui ne sont pas capables de lire une animatique ou une version un peu grossière. Ils disent bah non, ça va pas marcher. Alors on dit non, mais c'est l'étape préparatoire, on va le faire mieux. Non, on va faire carrément autre chose. Ouais, mais il y a quand même une semaine de travail. Ça c'est super délicat. Donc il faut, à chaque fois qu'on présente quelque chose, il faut que ce soit déjà vachement léché. On a fait aussi des plans de rajeunissement de Laura, comment ça s'appelle, la fille qui a disparu dans la première saison. Palmer. Laura Palmer, voilà, c'est ça. Donc l'actrice qu'il avait connue, qui revient jouer, je sais pas, il y a 30 ans dans la saison. Donc elle a pris un petit coup de vieux, et il faisait des scènes de flashback où il devait redevenir jeune. Et donc il la filmait, donc une blonde de 40 ans avec une perruque un peu en choucroute. Et on a essayé de la rajeunir, mais c'était un casse-tête sans nom, parce que rajeunir quelqu'un, ça se fait. Rajeunir quelqu'un que le réalisateur a connu, qu'il a sans doute aimé, parce que les réalisateurs sont toujours un peu amoureux de leur actrice. Il disait non, je la reconnais pas, c'est pas ma copine. C'était vraiment compliqué, quoi. Mais c'était chouette. Eh ben merci. Il y avait une question à gauche. Ouais, rapidement. Bonjour. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait 1 ou 2 plans marquants par film là, que vous avez présenté. Ça représente combien de temps de travail, la taille de l'équipe? Enfin, moi, je ne me rends pas du tout compte. Alors, ça dépend du film. On a fait quand même des gros projets. Arthur et les Minimoys avec Besson, c'était 1 heure de 3D sur le premier Arthur. Là, c'était, on va dire, notre film d'anime à nous, mais on s'en est éloigné. Par la suite, on est redevenu une plus petite structure. Pour vous donner une idée, on a fait, est-ce que c'est une bonne idée, un plan sur film Thor, où on a fait un voyage dans l'espace. Ce plan, c'était censé être un plan du prologue du film qui racontait ce qu'était Asgard et Yggdrasil. Yggdrasil, c'est, on va dire,
dire, la galaxie de l'arbre des mondes dans la mythologie. Donc le plan partait de la Terre, rentrait dans une tornade, aller au cœur de la Voie lactée, rentrait dans un trou noir, après aller se balader dans des nébuleuses et arriver à Asgard, la planète plate d'Odin et de Thor. Donc ce plan nous a demandé 1 an de travail. Au bout de 8 mois, on nous a dit non mais il saute du montage. Donc il y avait une équipe de 8 personnes qui travaillaient sur le plan. Parce que finalement ça racontait pas ce qu'ils voulaient. Mais comme c'était un plan à $1 million, ils ont dit bon, on va quand même essayer de minimiser la casse. Donc ils l'ont gardé pour le générique de fin, ce qui fait un des génériques de fin les plus chers de l'histoire du cinéma. Et puis voilà, puis on a fini le plan, et donc c'est un plan magnifique, mais avec des noms qui défilent dessus. Ça nous a un peu fendu le cœur. N'empêche qu'avec ce plan, on a appris à faire de l'espace, du cosmos. On a développé énormément d'outils, on a réfléchi à comment représenter des galaxies, des nébuleuses, comment être capable de les calculer, parce que ça c'est quand même une autre paire de manches. Et on est devenu un peu les spécialistes de ce truc-là, et depuis on nous en demande tout le temps pour tout un tas de films. Moi j'en ai un peu ras-le-bol, d'ailleurs j'aimerais bien passer à autre chose. Et voilà, donc c'est pas perdu, mais disons que ça prend beaucoup de temps. Après il y a des plans qui peuvent être courts et sur lesquels on revient sans cesse parce qu'on veut essayer de trouver le nouvel effet. Parce qu'on vient nous voir, faites-nous un effet que personne n'a jamais vu. D'accord. La plupart du temps c'est une spirale à la con, on demande toujours le même genre d'effet. Mais voilà, pour faire un truc que personne n'a vu, il faut chercher. Il faut refaire sans cesse. Notre travail s'est changé. Moi c'est ce que je dis à tous les jeunes qui arrivent, qui s'imaginent qu'ils vont signer un chef-d'œuvre et puis présenter le plan et qui va être accepté. Non, on le fait pour changer, donc il faut bien penser à la façon dont on le fait. C'est ça qui compte. Merci. Très très rapidement. J'avais juste en fait une question qui sera peut-être de réponse, je sais pas, c'était d'abord à quel moment vous entrez dans la participation d'un film, enfin comment ça se passe, est-ce que c'est le réalisateur ou l'équipe de production ou autre qui vous contacte parce qu'elle connaît c'est très variable, tous les cas de figure se présentent. Le cas idéal, c'est quand on nous prévient avant, que le film est pas en écriture, mais disons qu'il est financièrement monté, qu'on a même un découpage en storyboard des plans, c'est à peu près ce qu'on va voir, là on est capable de viser et de dire voilà, ça va vous coûter autant d'argent, et là ça vous coûterait moins cher si ce décor de 50 mètres carrés vous comptez construire, on n'en faisait que 2 mètres carrés puis on le prolonge. Enfin voilà, on est là aussi pour trouver des solutions. On fait des recherches préparatoires aussi, des fois on fait des animatiques pour dire voilà comment il faut filmer le plan si vous voulez faire cet effet un peu bizarre, si vous voulez dupliquer des gens, voilà comment il faut le filmer. Et puis à l'inverse, il y a le cas de figure pompier, c'est-à-dire que le film est quasiment terminé, il sort 2 mois plus tard et puis il faut éteindre des feux en faisant des effets que des boîtes n'arrivent pas à faire, en rattrapant le coup, en rattrapant une séquence qui ne marche pas, voilà. Okay. Et j'aime pas le pompier, moi. Mais on en a fait plein. Par exemple, sur Prédiction, un film avec Nicolas Cage, qui n'a pas été un chef-d'œuvre. Il fallait détruire New York. Il y avait une boîte australienne qui s'en occupait, qui n'avait pas le temps de finir, donc il nous a donné 5 plans et il nous a dit voilà, vous avez 3 semaines pour détruire New York. Et à l'époque, on ne savait pas vraiment faire trop de simulation d'explosion, de feu, donc on a dû tout développer à la volée. Et puis on a réussi à détruire New York. Hein, ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a des projets autres que par exemple celui de Thor, où vous avez tout fini, tout fait ça, où à la fin on vous a dit ah non, on ne prend pas finalement. S'il y en a, je ne les raconterai pas. Dominique C'est Vidal. assez rare. Dominique Vidal, merci en tout cas d'avoir présenté ce travail. Dominique Vidal de Pub Compagnie. On accueille maintenant Édouard Valton de Micros Images. Je lui ai pas demandé aussi, mais ça fait combien d'années chez Micros Images 5 ans. D'accord, c'est déjà 5 pas ans mal. après 4 ans chez Buff et 13 ans chez Dubois. Exactement. Alors chez Micros Images... J'ai fait une petite photo aussi. Parce que... Ah, la petite photo pour envoyer à Micros. Alors chez Micros Images aussi, vous développez pas mal de choses que le public connaît déjà, le grand public aussi connaît et a déjà vu. Et là, justement, on va voir une bande démo des derniers films qui ont été réalisés notamment par Micros Images. Et après, on présentera un travail sur le matte painting environnement aussi. Exactement. Alors ça, on va regarder que des effets spéciaux pour le cinéma et la fiction. Il y a des films récents. Il y a un petit clin d'œil à Dorouillé d'os, parce qu'on a retravaillé sur des jambes coupées, comme vous allez pouvoir le voir. Mais Micros, c'est aussi, on en parlera après, de l'animation et de la pub.
parler de Micros. Donc là, on a vu surtout pour des films, mais effectivement, c'est pas que des films, Micros. Oui, et ça tombe bien, on est un festival des films d'animation et de VFX. Donc Micros, c'est aussi de l'animation depuis 2012, avec 5 films Astérix, Sahara, Le Petit Prince, Moon, et le dernier, c'est français, c'est Captain Sleep, c'est ça? Captain Underpants, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, et beaucoup de pubs aussi. Et je voudrais juste faire une petite correction sur le programme. Il y a une petite erreur qui a été commise sur mon parcours. Je ne suis pas le créateur à l'origine des studios Dubois et Buff. Il faut rendre à Pierre Buffin ce qui appartient à Pierre Buffin et Pascal Hérol ce qui lui appartient. Mais effectivement, c'est des compagnies dans lesquelles j'ai travaillé. Et on parle des étudiants et de leur carrière, etc. Il y a un truc qui est que je trouve très très enrichissant pour tout le monde, que ce soit pour les superviseurs, les producteurs, dans une boîte ou pour les graphistes. C'est d'avoir un parcours comme ça, qui va enrichir leur expérience, qui va enrichir aussi les studios. Et voilà, et moi ça fait 10 ans que je viens ici, et je suis toujours avec bonheur que je retrouve des collègues ou des ex-collègues ou des futurs collègues possiblement. Voilà. On va voir une deuxième vidéo, il me semble, sur le matte painting environnement. Oui, alors qu'est-ce que c'est, pour expliquer? Le matte painting l'environnement, c'est recréer effectivement du décor et de l'environnement, comme son nom l'indique, soit des choses historiques, soit des choses impossibles. Et effectivement, dans les effets visuels, alors à Micros, on est beaucoup moins sur des effets très créatifs, je dirais, de la buff. On est plus sur des choses plus invisibles, dont dans les matte painting en général, comme dans la majeure partie des cas, nous en tout cas, on travaille beaucoup sur des films très français, sur des films aussi argentins en ce moment, et un film mexicain également, mais sur des effets relativement invisibles. Et là, pour notre futur, là, on vient de sortir, Warlarlo vient de sortir avec le film de Dupontel qui est magnifique. Et bientôt, là, cette semaine, on a fêté la fin des effets sur le Shabbat, que je vous conseille d'aller voir à partir du 6 décembre, le Santa et compagnie. Très bien, alors on regarde ça. C'est Taj Mahal, ça c'est un film sur le grand hôtel, la prise d'otage du grand hôtel en Inde. Et voilà, c'est un petit décor. Ça c'est pour le film chocolat. Allez, où on a repeuplé, alors c'est déjà une exposition universelle dans laquelle on a visité le prénom et des gens. Là, bah voilà, revieillir Paris, remettre des pavés. C'est aussi l'environnement. Le film Le Loup, alors c'est entièrement un univers entièrement créé. Ça c'était une pub. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ce produit. Pour Canal. Oui, pour Canal. Ouais, pour Canal, ouais. Du stade, de la foule. La foule on peut considérer que la foule fait partie de l'environnement également, hein, pour habiller un décor. Ça c'était chocolat. Là on est sur les naufragés. Gros environnement, on va passer d'un côté de l'île à l'autre. Alors là, il y avait 4 petites fenêtres qui étaient tournées, tout le reste, effectivement, construit en situ. C'est une pub pour Nissan.
Là, c'est de l'environnement et beaucoup de ce qu'on appelle le FX, tout ce qui est fluide, les eaux, l'eau, les fumées, des choses comme ça. Voilà, donc le matte painting chez Micros. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle aussi? Bonsoir. Première question, c'est pour savoir si tout ce qu'on a vu là dans les deux démos sont faits dans tous les studios que vous avez à travers le monde, ou ça a été fait spécifiquement dans un corps de métier à Paris ou... C'était fait à 80% à Paris. Il y a Au revoir là-haut, le Dupontel, il a été fait à 70% à Montréal et 30% à Paris. D'accord. Et il y a aussi des plans belges. Effectivement, les naufragés, c'est de la Belgique, le Varan, la tempête, etc. D'accord. Et quels sont les objectifs de Micros? Je veux dire, est-ce que vous avez plus d'intérêt à vouloir travailler dans le VFX ou plutôt justement l'animation pure? L'intérêt, c'est de continuer dans les trois domaines. Au départ, Micros, ça faisait surtout de la pub. Il est arrivé au long métrage de fiction au début des années, fin des années 90, début 2000, et donc depuis 2012 sur l'animation. Mais l'objectif, est-ce que tu poses la question par rapport au fait qu'aujourd'hui Micros appartient à Technicolor comme MPC, The Mill ou Mister X? Non, c'est pour savoir s'il y avait juste un objectif propre à Micros qui était ciblé sur vraiment un domaine, justement, soit d'intelligence. Non, l'idée c'est que aujourd'hui on a effectivement à Montréal, on fait essentiellement de l'animation. À Liège, en Belgique, essentiellement de la fiction. Pardon? À Paris, on est sur 3 sites. Un site dans Paris qui fait de la pub essentiellement. À Boulogne, on a quitté nos locaux de Levallois, on est maintenant à Boulogne, où on fait vraiment du VFX fiction, plus toute la partie dont j'ai pas parlé, mais qui est plutôt transverse, qui est tout ce qui est post-production et laboratoire, c'est-à-dire traitement des rushs, étalonnage, conformation, etc. Et à ICI Molino, il y a effectivement l'animation où il y a 350 artistes à peu près. Et l'idée, c'est d'ici à 2018, c'est de réunir tous ces talents au centre de Paris où on doit déménager fin 2018 a priori. Ça veut dire que vous seriez amené à laisser le studio au Canada, Londres et Belgique? Juste ramener tout le monde sur Non, c'est ramener tous les sites de Paris. Ah d'accord, ok. Tous les sites de Paris, de région parisienne. Non, on continue a priori l'animation à Montréal. On avait un studio VFX qu'on a stoppé pour se concentrer sur l'animation à Montréal. Et pour l'instant, la Belgique, c'est essentiellement effets spéciaux pour la fiction. Ok, merci. Autre question? Bonjour, c'était par rapport justement à tous ces effets spéciaux. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir besoin de l'intervention, je sais pas, d'un expert par exemple en démolition de bâtiment pour savoir comment un bâtiment va répondre à une explosion, comment ça va se désagréger, ou est-ce que en fait dans votre formation, votre expérience, vous savez déjà ce genre de choses? On va, alors je ne sais pas si on va aller jusqu'à aller interroger quelqu'un qui fait de la destruction, mais on va regarder évidemment beaucoup de vidéos, se renseigner, les outils qu'on utilise utilisent des règles, quand on essaie de respecter des règles physiques effectivement des objets. En même temps, quelquefois la réalité physique elle est pas très... elle raconte pas grand chose, donc on va la modifier. Mais on essaie effectivement de respecter ces choses-là. Et on va effectivement chercher beaucoup de références. Typiquement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a dans le petit plan le chantier dans Happy End. Le chantier où vous avez un bout du chantier qui s'écroule.
Typiquement, là, effectivement, on a retrouvé des vidéos de. Alors, il n'y avait pas de cabine toilette qui tombait avec, mais on s'est servi de tout ça pour trouver que ce soit le plus juste possible. En fait, je viens juste de me rappeler, dans la première vidéo, il y a une scène où il y a énormément de personnes, elles sont toutes en orange, et après, la vidéo, vous les mettez en bleu. Pourquoi elles étaient en orange Ah, non. C'est dans le matte painting, quand on est à l'exposition universelle, si ou alors je me trompe, mais je pense que c'est ça, où on voit des petits personnages effectivement en rouge-orange. En fait, là c'est un making-of, donc c'est une décomposition un peu des différents objets, et au départ, c'était effectivement que des silhouettes qu'on a mis en rouge juste pour qu'elles soient bien visibles, et ensuite on a été balancer les costumes et tout ce qu'il fallait dessus. D'accord, merci. Eh bien, merci, Edouard Valton. Ouais, je voudrais juste dire, oui. remercier le festival, une fois de plus. Après 10 ans, je continue de le remercier, c'est toujours super. Effectivement, un petit mot sur Artefix. Je confirme qu'effectivement, c'est une très grande école, d'une très grande qualité, et que nos meilleurs artistes viennent en général, la meilleure école, c'est dans 90% des cas, c'est Artefix. Et l'autre chose qui est assez rigolote, c'est que cette année, j'ai travaillé avec deux réalisatrices d'ailleurs, qui ont participé aux compétitions des Festars, Coralie Farja et Stéphanie Capdevila. Voilà, et qui m'ont chargé de vous passer un petit coucou. Voilà. Merci, Edouard Valton, directeur de production à Micro-Estivage. Merci à tous.